Bonjour Marilou, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast et on a plein de choses passionnantes à discuter. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à choisir les questions que j'allais te poser parmi toutes celles que j'avais envie de te poser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous partages quelque chose que les gens ne savent pas sur toi, y compris tous les gens qui te connaissent déjà. Ok, alors le petit truc que je pense la plupart des gens ne savent pas, c'est que je suis une vraie geek en fait. Je suis tout le temps en train de télécharger les dernières apps, de tester les choses, d'aller écrire un bout de code quand il faut, d'aller essayer de mettre du script. En fait, j'ai une formation de dev à l'origine et en fait, du coup, j'ai quand même ce côté geek qui est resté très fort en moi et du coup qui me suit encore aujourd'hui et qui m'arrange bien par moments. J'imagine. Bon, je ne savais pas non plus. Avant de rentrer dans le sujet du jour qui est les tendances du futur du recrutement, j'avais envie de faire un petit zoom aussi sur le mouvement que tu as créé, le mouvement Growth Hiring. D'ailleurs, quand est-ce que tu l'as créé exactement? Tu peux me redire? C'est il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et à ton sens, pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui utile à prendre en main par tous les professionnels RH qui nous écoutent? Oui, alors pour expliquer un petit peu l'origine du mouvement Growth Hiring, en fait moi je viens du monde du marketing et j'ai vu naître il y a 10 ans à peu près le mouvement du Growth Hacking. Donc c'est un petit peu les hackers qui prennent la main sur la croissance des entreprises et qui vont chercher des moyens de trouver de la croissance. En fait moi j'ai vu ce mouvement, j'ai été fascinée par ça, j'ai fait des formations en ligne en Californie pour apprendre de ça. Et en fait il y a un moment, un de mes clients pour qui je faisais du Growth Hacking qui m'a dit « Avec tes trucs de growth là, va aider mes recruteurs ». Et du coup, je me suis retrouvée à passer une après-midi avec les recruteurs, regarder comment ils travaillaient, regarder sur leur écran ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, en fait, tout ce concept du growth hacking, ça a sa place aussi dans le recrutement et ça pourrait aider beaucoup de recruteurs. Et donc, on a commencé à en fait faire des petits événements où on partageait un petit peu des techniques. J'ai partagé aussi dans ma newsletter des techniques. Et de fil en aiguille, ça a plu aux recruteurs. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas lancer le mouvement Growth Hiring, donc en hommage au growth hacking. Et du coup, depuis 2 ans et demi, on a embarqué près de 5000 recruteurs avec nous et il y en a qui nous rejoignent chaque jour. Et c'est vraiment pour se dire comment on va expérimenter de nouvelles méthodes. Et on n'a aucune garantie que les choses marchent du premier coup, mais c'est en allant tester de nouvelles choses qu'on trouvera de nouvelles techniques. Super. Voilà. Et à titre d'exemple concret, ce serait quoi l'une des méthodes que tu as pu partager avec cette communauté qui a peut-être beaucoup de succès? Ouais, je peux partager des choses qui sont un peu insolites et qui marchent bien parce que, par exemple, là, j'ai un truc qu'on a fait pour un cabinet qui avait besoin de recruter des femmes dans la tech. On est allé scanner sur les années de naissance des gens qui visaient en fonction des âges les prénoms les plus courants en France. On a fait une énorme liste des prénoms et on a intégré cette liste à l'outil Sales Navigator de LinkedIn avec croisé les titres de postes qui recherchaient et donc du coup on a pu ressortir les femmes. Donc c'est ce genre de petits hacks en fait qu'on va mettre et autour de ça après c'est des méthodologies aussi plus classiques, les techniques qui marchent en marketing on les reporte sur le recrutement en fait. Ok, passionnant. Ça a donné des résultats, du coup, cette technique-là? Ouais, ça a donné beaucoup de profils féminins identifiés et donc ça a donné des recrutements de femmes dans la tech, donc plutôt une bonne chose, ouais. Ok, génial. Bon, effectivement, c'est là où je disais que j'avais besoin de sélectionner mes questions parce que je partirais rapidement dans cette direction. Mais en même temps, je sais, puisque tu me l'as partagé, que tu as réalisé une étude sur le futur du recrutement, que tu as dégagé 10 tendances de cette étude. Donc, évidemment, on va pas pouvoir voir les 10 aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder ensemble celles qui te paraissent peut-être les plus importantes à prendre en main. Si tu devais nous donner la première pour toi, ce serait quoi? Alors, la première que je peux vous partager, c'est une qui est très liée au marché. C'est un petit peu la consolidation du marché de la HR Tech. On a vu beaucoup d'outils émerger et en fait, ça s'accélère énormément au niveau technologique en ce moment. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est des rachats, des fusions, des outils qui se mélangent aussi entre des ATS, des CRM ou des outils de prise de contact. Et voilà, donc toute cette consolidation, c'est vraiment une tendance qu'on voit et sur laquelle on mise pour les années futures. Et une deuxième que je peux dire aussi, c'est comment, c'est assez classique, mais vraiment, on commence à vraiment mesurer la puissance, c'est à quel point l'IA va s'intégrer à tout le process de recrutement. Et l'exemple que je peux donner là-dessus, c'est comment aujourd'hui, à partir du brief, soit du manager, soit du client dans le cadre d'un cabinet, on arrive à décliner par l'IA générative tous les documents qui peuvent être créés dans le cadre du process. Donc, à partir du brief, on peut préparer la fiche de poste, on peut préparer l'offre d'emploi, on peut préparer aussi l'email qui va permettre de relancer la base du vivier, on peut préparer les messages d'approche pour les personnes et également le plan de sourcing en fonction de qui on a dans le vivier et qui on n'a pas dans le vivier.
Et on peut après préparer la scorecard et la trame d'entretien. Donc tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu des briques qui s'alimentent. Mais moi, ce que je vois pour dans 3-4 ans, ou même beaucoup plus vite peut-être, en fait, on clique sur un bouton à partir du brief et tout ça est généré assez rapidement. Et comme ça, le recruteur peut se concentrer sur la rencontre, l'évaluation du candidat, en fait. Donc c'est ça qui va rester pour toi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle avec nos clients RH, il y en a beaucoup qui me disent aujourd'hui c'est IA partout, mais concrètement ça devient presque un mot un peu fourre-tout dans le domaine des RH. On ne sait même pas concrètement qu'est-ce que ça va prendre en compte et qu'est-ce que ça va laisser. Pour toi, dans le métier du recrutement, il y a effectivement tous ces supports, outils que ça va automatiser, dont tu parlais il y a un instant. Ce que ça va laisser pour les recruteurs, c'est le fait de se concentrer sur l'évaluation du candidat majoritairement. Ouais, je pense se concentrer sur ce qui est un petit peu imperceptible par la machine. Donc, typiquement, tout l'aspect un peu culture fit qui est beaucoup plus difficile à comprendre que l'aspect compétence avec un test d'évaluation. Et puis, tout l'aspect aussi soft skills qui est plus dur à évaluer. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants dans le monde du recrutement doivent vraiment se poser la question au sein de leur équipe. Quelles sont les tâches à forte valeur ajoutée de mes équipes et quelles sont les tâches à faible valeur ajoutée. Et également, les personnes sur le terrain le voient très bien, en fait. Moi, j'ai beaucoup de recruteurs qui me disent « mais ça, je passe ma journée à faire ça et c'est pas utile ». Et donc, je pense que c'est vraiment important de prendre un petit pas de recul, de faire une analyse et en fait, on gagnera du temps à la fin en se concentrant sur les tâches à forte valeur ajoutée. Je crois beaucoup aussi à la phase de stratégie dans le sourcing. En fait, aujourd'hui, le sourcing, c'est quelque chose dans lequel on part un petit peu tête baissée, à se dire, il nous faut tel profil, hop, je vais chercher les postes. Finalement, prendre un petit pas de recul et considérer ça comme une vraie stratégie avec des approches un petit peu différentes. Peut-être que c'est là où le recruteur a une valeur ajoutée en connaissant bien le métier et en pouvant se dire, peut-être que ce métier-là, finalement, je vais aller sourcer à l'intérieur de ce métier-là parce que c'est des gens qui font souvent une transition vers ce métier. Tout ça, c'est des choses que la machine va avoir plus de mal à connaître. Il lui faudra des gros volumes de données. Alors que typiquement, trouver qui parmi tous ces CV colle le plus en termes de skills à l'offre, ça va être plus des choses qui vont pouvoir être automatisées. Sur la partie justement différencier les stratégies de sourcing, c'est un sujet sur lequel tu accompagnes aujourd'hui tes clients ? Ouais, aujourd'hui en fait on s'est rendu compte que tout l'aspect segmentation en fait était pas forcément pris en compte par les recruteurs parce que tout simplement ils n'ont pas beaucoup de temps et en fait dès qu'on leur donne une recherche à faire, ils ont besoin très vite de partir dans la recherche. Et finalement, on a eu des meilleurs résultats avec... nous, on fait travailler avec, en général, 3 segments. Et on essaye de les faire sortir un petit peu du cadre sur le segment qu'ils adressent. Donc, aller chercher des gens un peu plus juniors, mais qui ont cette formation complémentaire qui leur permet d'aller par exemple, répondre à ce poste. Ou alors aller chercher des postes un peu connexes où on sait qu'il y a des transitions. Et voilà, plus miser sur du potentiel où c'est un petit peu le jeu d'échecs de qui on va trouver, qui finalement n'est pas forcément la personne à laquelle on avait pensé au début. Ouais, ces aspects de segmentation, ça marche plutôt bien au sein des équipes quand on met en place ce genre de choses. Ouais, effectivement, ça ce sera plus difficilement automatisable en fait. Ouais, complètement. Ouais. Et puis aussi, tu vois, dans les tendances, sur ce que l'IA peut apporter, moi j'utilise l'IA qui s'appelle Perplexity et on la déploie auprès de nos partenaires parce qu'en fait, ça va permettre de monter en compétence très vite sur un marché et sur un métier. Nous, aujourd'hui, on nous demande de recruter des agents immobiliers au Portugal. En fait, très vite, on va aller essayer de comprendre comment se passe le marché là-bas et on ne peut pas avoir la connaissance pointue de nous-mêmes de tout ce qui se passe partout dans le monde. Mais par contre, on a du coup des prompts et des méthodes pour aller faire une étude de terrain très rapide, aller chercher les bonnes sources et aller informer les recruteurs de tout ça. Ouais, donc Perplexity, effectivement, c'est un bon outil que j'utilise aussi. Ce serait quoi ? Je réfléchis à peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas forcément testé plusieurs outils d'IA différents. Ce serait quoi peut-être les 2-3 que tu recommanderais d'aller regarder de plus près ? Ouais, alors moi, vraiment, je recommande de bien prendre en main ChatGPT, d'aussi comprendre les différents modèles, notamment le dernier modèle Mini, qui va permettre d'aller avoir un aspect réflexion très poussé. Et donc ça, je conseille aux personnes pour tout ce qui est création de documents, création de contenu et aussi analyse du contenu. C'est-à-dire que si vous avez un PDF de 40 pages et que vous voulez lui générer une synthèse, ne pas hésiter à aller tester
Et c'est vraiment ce mindset-là qu'on veut emmener, dans lequel on veut embarquer les gens, c'est ne pas avoir peur de louper le train, mais juste mettre ce PDF dans le chat GPT, lui demander les choses, et c'est au bout de 20 fois vous demanderez les choses que vous apprendrez. Et après, Perplexity, un truc qui est assez marrant à faire, c'est notamment pour les recruteurs, ça va plus être peut-être sur la chasse de tête ou des choses un peu comme ça. Allez demander à Perplexity de générer une page résumée sur telle personne, donc soit un prospect que vous devez rencontrer, une personne que vous voulez recruter ou quelque chose, et vous allez être assez bluffé en général de ce que Perplexity peut vous apporter comme information sur une personne. Peut-être que tu le fais pour préparer. Je suis peut-être passée dans ce Perplexity page notamment. Ok. Ouais, non, mais c'est assez bluffant quand tu sais quoi demander et puis qu'effectivement tu regardes comment t'apprends les résultats, mais hyper intéressant. Alors, je sais que dans le panorama des tendances que tu as identifiées pour le futur, il y en a d'autres. Je voudrais pas frustrer notre audience. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de nous partager aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Moi, il y en a une qui me tient à cœur aussi particulièrement en tant que marketeuse, parce que c'est vraiment du monde duquel je viens. Moi, dans le marketing, le courant que j'ai suivi, c'est un peu le courant de Seth Godin. Si vous voulez lire les livres, ils sont géniaux. Et c'est comment tu co-crées des communautés et comment tu apportes de la valeur finalement à tes futurs clients. Et du coup, naturellement, ça va devenir tes clients parce que tu comprendras leurs besoins et tu vas faire les bons produits. Et en fait, l'équivalent côté recrutement, c'est vraiment devenir agent de talent. Et se positionner à long terme avec les personnes qui sont au cœur du job, en fait, qui sont les futurs employés, et leur apporter de la valeur et être là présent soit dans leur boîte mail, soit dans leurs oreilles, soit quelque part, pour que sur le long terme, en fait, on ait apporté assez de valeur pour que le jour où ils aient envie de changer de carrière, ils puissent se tourner vers nous. Et donc, je pense cette casquette d'agent talent, on voit des gens qui vont fort dans cette direction et qui prennent de l'avance sur les autres. Et notamment même des marques qui commencent à se dire, en fait, ce type de talent-là, c'est un enjeu pour moi. Donc, en fait, je vais dédier aussi du budget, je vais dédier de l'énergie pour faire les bons événements, les bonnes communautés. Et finalement, derrière, le recrutement est vraiment simplifié, quoi. Ouais. On en parlait effectivement, la dernière fois, on s'est parlé de sujets d'animation, de communauté. Est-ce que tu pourrais nous partager un exemple concret d'une entreprise que tu as accompagnée justement sur le sujet d'animation de communauté pour comprendre quelle forme ça prend, comment est-ce que tu différencies ton approche, quels résultats tu vas pouvoir obtenir? Ouais, complètement. Là, je peux vous parler d'une entreprise qui s'appelle TAC, donc T-A-K, qui est une sorte d'ESN en fait dans le product et dans la data. Et en fait, je les ai accompagnés pour justement un moment où ils avaient un peu trop de missions et pas assez de candidats. On a décidé de lancer un événement. Alors d'abord, c'était un événement. On s'est juste dit, allez, on va faire un événement, donc un live LinkedIn qui s'appelle Product Advance. Et en fait, on a invité un head of product d'une scale-up, donc qui était dans le Next 40, et un équivalent head of product dans le CAC 40. Et sur le même marché, donc on a confronté un petit peu... alors, je me souviens plus exactement qui étaient les premiers, mais en fait, un exemple, ça peut être le CPO de SNCF versus le head of product de Blablacar. Et on les fait parler un petit peu du produit et on voit comment ça se passe dans une grande entreprise, dans une scale-up. On voit un peu les différences. Et en fait, c'est des événements qui ont attiré beaucoup de talents product. Et on est monté jusqu'à 1000 participants 1000 inscrits. Alors, pas participants, parce qu'après, il faut les convertir. Bien mais sûr. 1000 inscrits sur les événements LinkedIn. Et en fait, face au succès des premiers événements, on a continué. Donc, on a fait un événement à peu près tous les 2 mois en invitant des personnes. Ça a aussi, d'ailleurs, au passage, aidé l'entreprise à nouer des super relations avec des futurs clients également. Et en fait, on est monté jusqu'à... Là, je pense qu'on est à 19 000 dans la communauté LinkedIn de product data. Ça fait... Voilà, on a travaillé 1 an et demi, 2 ans là-dessus. Donc, c'est quand même un projet d'envergure. Mais dès les premiers moments, ils avaient déjà 500 product talents à rappeler. Et en plus, on sait que c'est des gens qui prennent de leur temps pour se documenter, en fait, il y a des super signaux qui nous disent que c'est des bons talents, quoi. Et tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que tu as traité, animé cette communauté après les événements? Parce que j'imagine que quand tu as des belles affiches comme ça sur des événements avec des très bons intervenants, tu dois attirer beaucoup de personnes. Mais en fait, le travail, il se fait aussi après. Ouais, complètement. Du coup, il y avait la phase vraiment avant, comment on fait en sorte de communiquer assez bien sur l'événement. Donc là, il y a la communication de la marque en elle-même, il y a la communication aussi des invités. Et puis ensuite, il y a comment on va mobiliser un petit peu les gens qui sont venus là. Donc, ce qu'on a fait qui était sympa, c'est qu'on a fait certains événements qui étaient en live dans les bureaux et diffusés en live également. Donc là, on a vraiment joué sur le côté relationnel des personnes qui allaient se rencontrer et également les products qui se rendaient compte qu'ils allaient finalement à une soirée où ils rencontraient 50 autres products. Donc, super intéressant pour eux.
Et ensuite, on a mis en place une newsletter qui résume les meilleurs passages de l'événement. Et un autre truc aussi qui a bien marché, c'est qu'on a fait venir une dessinatrice qui nous a fait un petit dessin résumé de tout ce qui avait été dit dans l'événement. Et en fait, ça donne un truc très imagé, très joli, qui a été bien partagé sur LinkedIn. Et en fait, les gens gardaient un petit peu les récaps visuels de tout ce qu'ils avaient appris à l'événement. Donc, voilà. Génial. Et alors, au final, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est combien de personnes on a pu recruter sur cette fonction-là, dans cette entreprise, dans la durée ? Ouais, en fait, là, c'est une entreprise qui est montée de 10 à 40, parce qu'au début c'était tout petit, hein, de 10 à 40 products, et en fait tous les recrutements se sont faits quasiment sur le vivier. En fait, finalement maintenant ils se sont fait racheter par une autre boîte, mais qui a vraiment pris en compte cet aspect flux de candidats. En fait, c'était une boîte qui manquait de candidats, et donc du coup cette nouvelle boîte va pouvoir aussi être alimentée par toutes ces mécaniques. Donc super intéressant cet exemple qui est un peu le cas d'école pour nous. Ouais. Oui, et puis finalement qui continue à avoir des résultats dans la durée si tu l'animes bien. J'entends déjà là dans la réflexion de certains qui doivent nous écouter, est-ce qu'en réalité ça c'est applicable sur des métiers très différents ou dans des secteurs très différents qui vont peut-être être un peu moins, j'en sais rien, sensibles entre guillemets à ce type d'approche. Comment est-ce que tu réponds à ça dans des entreprises qui y croient moins pour leur public ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que tout ce travail-là, moi, c'est pour ça que j'ai lancé Gross Hiring, c'est parce que honnêtement, c'est plus un travail de marketeur que de recruteur, en fait. On peut pas demander au recruteur d'aller faire tout ça. Il faut vraiment qu'il ait quelqu'un qui soit main dans la main avec ses enjeux, ait la connaissance de ses enjeux pour aller monter tout ça. Et ensuite, en fait, moi, avec mon œil de marketeuse/recruteuse, je vais aller mettre le dispositif en face, adapté par rapport aux populations. Et là, tu vois, un autre exemple, c'est que on bosse avec une boîte qui a besoin de recruter énormément de profils intérim en Belgique. Et donc, du coup, c'est des profils, donc c'est cuisinier, carrossier, menuisier, voilà, des métiers comme ça. Et donc là, on s'est tourné vers une autre stratégie qui est tout autre et qui est les Facebook Ads. Donc, on a lancé des ads sur Meta. Et là, c'est ça qui marche, en fait. Et c'est ça aussi, la casquette du gros, c'est d'aller expérimenter, d'aller bien comprendre l'enjeu et d'aller ensuite expérimenter une à une les solutions qu'il a identifiées comme celles qui allaient marcher. Mais ne pas rester focus sur une solution si ça marche pas, et puis surtout proposer dès le début la solution adaptée à la bonne cible, quoi. On retrouve bien le côté, l'importance d'être dans un mindset de test and learn, en fait, quelque part, et voilà, tenter des choses et de voir. Et en même temps, comme tu le disais, c'est pas aujourd'hui forcément ni la casquette, ni les compétences du recruteur, hein. Et donc, est-ce que selon toi, du coup, dans le futur du recrutement, il y a le fait de maîtriser toutes ces compétences qui sont justement un peu plus proches du marketing ? Ouais, ça, c'est une grande question. Franchement, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai la réponse, parce que c'est vraiment la question qui fait que je me lève tous les matins pour savoir est-ce que justement c'est au recruteur d'acquérir toutes ces compétences. Moi, mon ressenti aujourd'hui, après 3 ans sur Gross Hiring, c'est que pour moi, le recruteur, le talent, c'est vraiment d'aller nouer la relation avec les candidats, et c'est à partir du moment où la rencontre est là que la plupart des recruteurs vont être bien. Après, il y a toute une partie des recruteurs qui adorent le sourcing et du coup qui peuvent se spécialiser, et je pense qu'il y a un gros travail. Il y a une grosse marge d'apprentissage sur l'aspect sourcing. C'est ce qu'on voit, en fait, parce qu'on a formé beaucoup de cabinets là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées, même aux US, au UK, au SOSU. Je ne sais pas si tu vois le Sourcing Summit. Ils partagent beaucoup de choses super intéressantes sur le sourcing. Mais après, moi, je pense que notre vision, notamment dans le futur du recrutement, c'est plus d'avoir ce qu'on appelle des RecOps. Donc en fait, tu vois, le métier du Sales Ops, c'est celui qui va être aux côtés des sales pour leur faire leur liste de prospection, pour travailler le CRM, pour adapter tout ça. C'est un peu le geek qui est à côté et qui facilite le travail du sales. Mais nous, on croit beaucoup à ce métier du RecOps qui est aux côtés des recruteurs, et qui va permettre de mettre en place toutes ces mécaniques-là qui vont finalement favoriser les rencontres et faciliter le travail au quotidien du recruteur. Ok, c'est drôle, j'ai écouté ce matin un très bon podcast de Florent Le Tourneur, s'il nous écoute, qui était exactement aligné sur cette recommandation. Donc c'est drôle de voir que justement la vision, elle peut être complètement alignée.
En même temps, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi peut-être les idées reçues aujourd'hui autour du métier du recrutement et donc du futur du recrutement avec lesquelles toi, t'es pas en phase. Tu vois, ce serait quoi un peu les idées reçues que tu combats? Ouais, alors moi c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un petit peu une crainte, je pense, de la part des recruteurs, c'est cette crainte que l'IA prenne la place un petit peu du recruteur, hein, si on met les pieds dans le plat directement. Vas-y, on va te dire. c'est ça. Mais moi je pense que justement, pour moi, l'IA, ce sera quand même plus un assistant qui permettra aux recruteurs du coup d'avoir plus d'avoir plus de cordes à son arc et de pouvoir faire les choses différemment. Mais je pense que justement, le recruteur doit prendre ce rôle stratégique au sein de l'entreprise et doit pouvoir un petit peu avoir la vue de tout ce que l'IA peut faire pour pouvoir bien s'en servir. Et donc, je ne pense pas qu'on n'aura plus de recruteurs dans 10 ans, loin de là. Je pense que justement, les recruteurs ont un rôle beaucoup plus stratégique et les tâches à faible valeur ajoutée seront soit automatisées, soit déléguées à l'IA. Et après, un deuxième élément, c'est que je ne crois pas du tout à l'aspect automatisation massive pour recruter, en fait. Et moi, c'est vraiment la peur, je pense, qui m'a le plus été énoncée quand je présentais un petit peu le concept du gros hiring, c'est que les gens au début avaient un peu peur qu'on automatise tout. Mais honnêtement, moi, j'ai vu ce courant arriver dans le marketing. J'ai vu tous les messages sur LinkedIn, tout automatisé, tout nul, qu'on reçoit tous. Et donc, je suis la première à les recevoir. Et en fait, c'est justement pour éviter qu'on en arrive là dans le monde du recrutement, que nous, on fait les choses différemment, qu'on essaie de faire les choses bien et que, en fait, on a toujours une approche personnalisée envers le candidat parce que tout simplement, c'est ce qui marche. Aujourd'hui, il n'y a aucune campagne marketing de volume tout automatisé, pas personnalisé qui va marcher, ou alors c'est un hasard et voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on peut construire une méthode. Donc je pense que voilà, l'approche personnalisée, ça va rester. Et pour moi, c'est ça qui va faire la force des approches, quoi. Ouais, mais l'approche personnalisée ne sera possible que si on s'est outillé pour pouvoir aller plus vite sur les tâches à plus faible valeur ajoutée. Et je pense que c'est bien ça la différence pour tous ceux qui pensent qu'ils vont être peut-être un peu remplacés par l'IA, c'est l'IA va t'augmenter si tu arrives à t'en servir de la bonne façon. Mais il y a effectivement toutes les craintes que tu soulignes très justement sur le métier. Si tu devais résumer, alors je sais l'exercice est très difficile, mais c'est pas grave. Si tu devais résumer l'avenir du recrutement en une ou deux phrases, tu dirais quoi ? Alors, l'avenir du recrutement, pour moi, c'est des rencontres facilitées par les moyens de notre époque, en fait. En fait, c'est essayer d'exploiter toutes les informations qu'on a aujourd'hui et tous les moyens qu'on a pour aller rencontrer les bonnes personnes et les mettre en face des bonnes offres, quoi. Ok, c'est un très beau résumé. Déjà, bravo pour avoir répondu à l'exercice. Et puis ensuite, je lisais un article là dans Les Échos il y a quelques jours qui parlait de la façon dont l'IA avait vraiment été prise en main. Alors notamment, ils sont allés regarder dans les gros cabinets de recrutement, mais bon, je pense que côté entreprise, on trouvera peut-être la même tendance. Et il semble qu'il y en ait quelques-uns qui soient vraiment emparés du sujet et qui ont même customisé des outils maison pour aller un peu loin, et notamment dans le matching, enfin voilà, dans automatiser pas mal de choses. Il y en a d'autres qui sont encore au tout début, voire qui sont dans la réponse correcte de bien sûr on travaille dessus, mais on vous dira quand on sera prêt, qui va un peu tout dire. Bref, pour faire simple, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout mis les pieds dedans et qui se disent que c'est encore très loin, voire même que ça ne les concerne pas vraiment sur certains jobs très sensibles, etc. C'est quoi ta vision là-dessus ? Est-ce que tout le monde va devoir s'y mettre ? Alors, ma vision, elle va peut-être aussi arranger certaines personnes. Mais en fait, moi, j'ai vu, comme je disais au tout début, je suis développeuse aussi à la base. Donc, j'ai vu vraiment émerger le développement de sites Internet. Je vois comment coder des sites, en fait, il y a, on va dire, 20 ans. Et comment on le fait maintenant. Et pour moi, ça va être ça, mais en accéléré. C'est-à-dire que les tout premiers qui ont pris en main et qui ont développé des outils de IA, machine learning pour aller... justement traiter toutes ces données et extraire les bonnes informations, finalement, d'année en année, on va aller vers des outils qui simplifient la vie de l'utilisateur. Et aujourd'hui, pour faire un site, concrètement, c'est du no-code, c'est tu écris une phrase pour dire ce que tu veux sur ton site et tu peux le générer rapidement. Je pense que ça va faire aussi ça du côté de l'IA en accéléré en termes de timing. Tout ça pour dire que je pense que ceux qui se sont positionnés plus tôt auront forcément un petit peu d'avance, mais l'avance va être très vite rattrapée par l'évolution de l'usage. Aujourd'hui, franchement, même ma mère et ma grand-mère pourraient utiliser ChatGPT, en fait. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui maintenant est devenu très simple d'utilisation. Et je pense que
tout le monde peut prendre en main et monter très vite en compétence sur ce genre d'outils de matching ou des choses comme ça. Oui, on pourra rattraper l'écart. Après, effectivement, si c'est ton métier vraiment de recruter massivement, toute cette période-là va creuser quand même un écart entre ceux qui vont plus vite et les autres. Si tu devais donner un seul conseil à des DRH qui nous écoutent aujourd'hui et qui se posent des questions sur le sujet du futur du recrutement, tu leur donnerais quoi comme conseil ? Le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est justement de construire un vivier, une communauté et même un écosystème de talents autour de sa marque. Et donc, à la fois de capitaliser sur même les clients en fait qui aiment sa marque, ça peut devenir des talents, capitaliser sur le réseau des employés, capitaliser sur tout ça pour vraiment créer un écosystème autour de sa marque parce que ça facilitera le recrutement. Et le deuxième élément aussi, parce que moi je parle beaucoup de futur du recrutement, mais en fait le futur du recrutement il va aussi évoluer en fonction du futur of work, tout simplement. Et donc du coup c'est de regarder un petit peu avec, en regardant vraiment la réalité de ce qui se passe dans le futur du travail et de prendre des mesures aussi adaptées à tout ça pour sa culture d'entreprise. Et je pense que tout le monde ne doit pas décider de bosser à 100% remote, tout le monde ne doit pas décider d'être à 100% présentiel, mais de faire des choix forts là-dessus qui sont adaptés à sa culture d'entreprise et à la boîte qu'on veut créer. Et je pense que les DRH ont vraiment un rôle stratégique à jouer là-dessus qui facilitera le travail des recruteurs sur le terrain derrière parce que ce sera un discours adapté en termes de bénéfices pour l'employé, quoi. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, ça résonne vraiment parce qu'il y a beaucoup d'idées, j'allais dire, soit un peu à la mode, soit beaucoup reprises en ce moment sur tous les sujets Future of Work et penser qu'on va tout décliner de la même façon, partout, au même rythme, ça n'a pas beaucoup de sens, mais bien évidemment, il faut rester en éveil quand même, il faut garder ça en tête et regarder ce qui se passe, mais comment est-ce que tu l'adaptes à ta culture, c'est évidemment clé. Qu'est-ce que serait, bon, je vais en garder que 2 des questions pour la suite, qu'est-ce que ce serait pour toi une action concrète que peut mettre en place une entreprise dès demain pour mieux anticiper les tendances? Alors pour moi, ce serait d'aller demander à ses employés pourquoi ils aiment travailler ici, d'aller essayer de comprendre vraiment les vraies raisons, les personnes qui sont là depuis le plus longtemps, essayer de faire une analyse et même les personnes qui partent, essayer de vraiment comprendre pour pouvoir retranscrire ça à l'extérieur et le communiquer en faveur de sa marque employeur, quoi. Donc ne pas aller chercher un discours marque employeur qui soit décorrélé ou qui soit ce qu'on veut finalement transmettre, mais finalement aller regarder la réalité de son entreprise et aller trouver des candidats par rapport à ça. Ouais, et pour s'éloigner un peu des discours peut-être marketing qui vont pas vraiment refléter exactement la réalité. Ok, quelle autre question t'aurais voulu que je te pose aujourd'hui ? C'est ma dernière et que je t'ai pas posée et qui te permettrait peut-être de nous parler de quelque chose qui te paraît important pour notre audience. En fait, on arrive souvent dans les boîtes qui ont des problèmes de recrutement et elles nous demandent très vite de sortir les premières actions qu'on mettra en place. Donc, on fait un petit audit, tu vois, et on voit en fait ce qu'il y a. Et honnêtement, dans 3/4 des cas, c'est toujours la même chose. C'est que les gens ont un vivier de talent, mais un vivier au sens large, pas forcément que ce qui est dans la TS, mais aussi tous les followers de la page LinkedIn, tous les followers des fondateurs, tous les gens qui interagissent avec les posts sur n'importe quel réseau. Finalement, nous, notre reco principal, c'est, et puis les actions qu'on lance, c'est d'aller lancer des actions pour activer cette base et aller recruter à l'intérieur de son vivier plutôt que d'aller sourcer des personnes qui ne connaissent pas la marque ou ne sont pas affinitaires, quoi. Donc, c'est vraiment ça que j'aurais envie de dire, ouais. Ça paraît très logique quand t'écoutes, mais je comprends que ce soit pas forcément le premier réflexe et ça invite à un peu de prise de recul et peut-être effectivement d'avoir quelques compétences comme ça, marketing au service de l'animation de communauté pour du recrutement. Donc c'est bien ce que tu proposes à tes clients. Exactement. Merci beaucoup Marie-Lou, c'était passionnant. On a un temps limité malheureusement, mais tu nous as déjà apporté pas mal d'éléments concrets. Donc merci beaucoup pour ta participation à ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation.